Bonjour à tous et bienvenue à l'école. Alors on aurait aimé vous accueillir dans notre école, l'école des Arts Joailliers à Paris. Néanmoins, les conditions nous obligent à venir chez vous ce soir et on est ravis d'être avec vous pour parler d'un sujet absolument fascinant, j'espère qu'il va vous plaire. Je suis Léonard Pouy, je suis historien de l'art et c'est un véritable plaisir et aussi un honneur que de partager cette conférence ce soir avec vous, avec Inesita Gay-Ekel, éminente historienne de l'art, spécialiste du bijou, le chat aux 9 vies, comme on la surnomme à l'école. Peut-être qu'elle vous en dira plus sur son parcours, si vous le désirez. Bonsoir Inesita. Bonsoir Léonard. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui pourrait nous tenir en haleine pendant extrêmement longtemps, les talismans, les amulettes, les gemmes et leurs vertus nombreuses, qui ont beaucoup évolué aussi avec le temps, les merveilles qui les accompagnent, les légendes aussi auxquelles elles sont associées. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur puisqu'il voyage d'une région à une autre. On va traverser aussi des périodes extrêmement lointaines et éloignées les unes des autres. Mais aussi, on va en fait bâtir des ponts quelque part entre ces différentes zones géographiques, entre ces différentes périodes. Et en fait, on va beaucoup parler des hommes finalement au-delà des pierres et des bijoux. Et peut-être que le meilleur exemple, avant d'aller plus loin, avant de vous présenter concrètement le sujet de ce soir, eh bien, c'est de vous montrer déjà deux bijoux qui en disent beaucoup, et un ancien, un très récent, et l'ancien nous ramène au temps de l'impératrice Marie, au 1er siècle de l'ère chrétienne. Oui, la combinaison de bijoux, quelque chose qui est très récent et quelque chose de très antique, c'est un peu aussi nous, parce que toi, tu es très jeune et moi, je suis très antique, mais aussi le mélange d'astuces, le mélange de savoir-faire qu'on a dans l'école. On était en train de parler pendant la journée comment est-ce que c'est merveilleux que nous pouvons... Parce que Léonard n'a pas dit que Léonard, tellement jeune, a déjà son doctorat, il est expert sur... Oh my God, les Dutch Masters, beaucoup d'expertise, il a publié comme cela. Donc, on a des gens qui ont fait une décision d'être ensemble pour partager la beauté qui est le bijou et aussi l'importance que le bijou peut avoir et le fait que le bijou fait partie des beaux-arts, de ce qui est discuté d'habitude comme peinture, architecture et sculpture. Par exemple, ici, avec ce talisman de Beers, on dit, oui, c'est très récent, mais les gens qui ont inventé ce bijou ont pensé, ont plongé dans l'histoire de l'art, ils ont pensé à des talismans comme cette boule-là qui veut dire quelque chose qui contient, quelque chose de très important. C'est une bulle, en fait, oui. Vraiment au sens étymologique du terme. Et c'est vrai que c'est un bijou particulier, c'est ce qu'on appelle des bijoux reliquaires, en fait. Et là, on plonge un petit peu plus dans le sujet. C'est des bijoux qui ont des vertus particulières, surtout pour les croyants chrétiens. En fait, ce talisman, cette bulle, contenait à l'origine de la terre, du sable, issu de la Terre Sainte, de la Terre Sainte de Palestine, d'Israël. Et alors on pourrait en parler très très longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un bijou pour lequel on sait pas mal de choses, mine de rien. On peut dater assez précisément, donc entre 398, qui est la date du mariage de cette impératrice Marie, épouse de l'empereur Honorius, et son décès quelques années après, en 407. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une amulette, un talisman donc, chrétien, mais qui date d'avant l'apogée du logo de l'Église, qu'on pourrait dire qu'est la croix, qui est le crucifix. La croix n'était pas encore utilisée aujourd'hui comme aujourd'hui. Et on a ce qu'on appelle un chrisme. En fait, vous devinez sur la forme de cette chalcédoine taillée à la manière d'un camée. C'est une même pierre, dont on va utiliser les couches chromatiques de la pierre, claire et sombre, pour dégager un motif. On a ce X, qui est en fait la lettre Chi en grec, et le Rho, qui est le P, qui sont les deux premières lettres du nom du Christ, en grec, Christos. Et donc on a ces deux lettres. On a aussi toute une série de mots. On peut zoomer dans l'image. J'espère que vous pourrez apprécier les détails sur vos écrans. On a donc dans la boucle du P le prénom Maria, lié au nom Honorius, qui est donc son époux, mais également Stelico, qui est le nom de son père, et Serena, le nom de sa mère. Et surtout, une dernière mention horizontale, Vivatis, qu'ils vivent, qu'on leur souhaite une longue vie. Donc vraiment, c'est cette idée d'associer dans une même pierre les noms d'une famille, un couple, donc peut-être aussi un bijou sentimental, d'où ce lien avec le mariage, avec en plus une relique, cette relique sacrée, et des pierres précieuses, puisqu'en plus, si vous regardez sur les côtés de la pièce, on a des émeraudes et des rubis.
Et dans les mêmes bijoux, dans les deux bijoux, on ne voit pas les bijoux taillés bling-bling de modernité parce que l'importance des pierres était leur symbolique, leur couleur. Et Exactement. vous voyez, on voit là le rouge de cornaline qu'on va discuter, et aussi les rubis et les émeraudes, mais pas les rubis et les émeraudes que si on pense tout de suite, on ne va penser comme cela. Et dans le talisman de De Beers, ils ont employé les diamants bruts. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit des pierres assez brunes, en fait, assez Brutes, sombres, presque, qui sont brutes, oui. qui ne sont presque pas taillées, du moins pas comme les diamants modernes, et ce sont pourtant des diamants. C'est-à-dire que la très, j'allais dire, ancienne maison de Beers, qui est quand même la spécialiste du diamant, celle qui a démocratisé littéralement le diamant au XXe siècle, ici, eh bien, revient un petit peu en arrière, regarde vers le passé, vers ces pierres brutes, en cherchant peut-être des vertus particulières, le pouvoir de ces pierres lorsque brutes et colorées, d'où le nom de la collection de laquelle est issue la collection de talismans. Et c'était pour fêter l'événement qui était leur enfin, après des procès pendant des années et des années, ils ont pu ouvrir des boutiques détail. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour fêter cela? Pas les diamants qu'on attend d'eux, mais des diamants bruts. Et couleurs, qui peut peut-être nous mener à discuter couleurs plus profondément, que nous allons faire dans nos 3 chapitres. Voilà. On ne va pas en dire plus pour le moment, c'était juste quelques pistes de réflexion qu'on lance. Donc on va s'intéresser à cette notion du talisman. Le talisman, pour parler un petit peu étymologie rapidement, c'est un mot qui se perd là aussi dans le temps, qui passe par l'arabe, on le retrouve en perse, peut-être aussi en ancienne Égypte, tilasme. Il y a cette distinction entre amulette et talisman, l'amulette étant ce qui protège et le talisman ce qui procure, ce qui peut aussi soigner. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que le pouvoir de l'amulette sera un pouvoir apotropaïque, un pouvoir de protection, là où le pouvoir du talisman sera un pouvoir prophylactique, qui peut être de soins, qui peut être d'autres types. Qui vient du grec, téléos. Qui vient du grec téléos, comme voilà, la télévision, la distance, ce qui fonctionne téléphone, de manière séparée. Exactement. Et téléos veut dire en grec spécifiquement, je fais un rite, je paie une dette, j'accomplis, je fais quelque chose pour que quelque chose puisse être établi vers une fin. Exactement. Et la fin était de protéger, qui mène aussi au latin amuletus, qui est un autre mot, et ces mots sont interchangeables, on peut dire. Exactement, c'est-à-dire que leur sens est un petit peu flou, on va voir que ça a évolué aussi au fil du temps, ça a pas toujours, les définitions n'ont pas été toujours exactement les mêmes. Et donc, pour s'intéresser à ces talismans, à ces amulettes, on va d'abord regarder les pierres et les légendes qui leur sont associées. Ensuite, on va évoquer ce qu'on appelle le bestiaire protecteur. Alors, la notion de bestiaire va peut-être vous étonner, mais là encore... Oui, pourquoi animaux? Qu'est-ce que les animaux ont à faire là-dedans? Vous allez voir qu'il y a plusieurs liens très précis. Et enfin, on reviendra sur quelques récits et merveilles de ces bijoux tout à fait particuliers, légendaires, qui ont là aussi... traverser l'histoire jusqu'à notre époque. On va tout expliquer, mais nous aimons bien, nous avons une tradition dans l'école d'avoir ces 3 chapitres et de toucher et retourner. Et aussi, très important, Ghislain est sur l'écran. C'est vrai. N'hésitez pas, je suis sûre que tout le monde sait déjà, on habite dans le monde Zoom. Parlez entre vous, commentaires, c'est toujours intéressant. Mais si vous pouvez mettre vos questions dans la boîte pour les questions, Ghislain va les récupérer et nous poser les questions à la fin. C'est ça. Mais c'est bien de pouvoir commenter. Si vous commentez dans les commentaires avec vos questions... Ça risque de se perdre. Oui. Voilà. Donc, si vous avez une question, et s'il vous plaît, posez-en autant que vous voulez. Ce sera dans la petite box Q&A et Ghislain se chargera pour nous de les récupérer et de nous les donner à la fin de la conférence. Commençons donc avec nos pierres et nos légendes. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, on parle de diamants, de rubis, de saphirs, d'émeraudes. Et bien, en fait, ces pierres sont arrivées relativement tard dans l'appréciation des hommes. En fait, si on regarde aux origines, si je puis dire, eh bien, il y a d'autres pierres qui vont être appréciées pour d'autres raisons. Et parmi les toutes premières, il y a la cornaline. Mais ce qui arrive, c'est les mêmes couleurs sont là. Exactement. Mais la façon de laquelle nous trouvons la beauté dans les pierres a changé parce que nous cherchons maintenant... Désolée pour employer le mot anglais, mais c'est bling bling. On cherche la brillance, on cherche ce qui peut réfléchir et ce qui fait la brillance. Mais les couleurs sont les mêmes. Les couleurs qui importent, le symbolisme des couleurs. Si on voulait chercher ce symbolisme, cornaline était la pierre parfaite. Et cornaline est
une des pierres les plus tôt dans l'histoire précieuses. Précieuse parce que, qu'est-ce qu'il y avait dans cette couleur que Léonard vous montre en zoom? Ce qu'il y a, ce sont des exemplaires qui sont dans le Muséum national d'histoire naturelle. Vous voyez le rouge, le pouvoir de rouge, le sang qui n'est pas perdu dans la bataille, le sang qui monte pour courage, le sang de santé, le sang de nouveau-né, des enfants, de la vie qui vient, le soleil qui donne la... Tout cela dans une pierre, bien sûr. C'est une des pierres précieuses les plus anciennes. Et toujours aujourd'hui très utilisée. Hein, si on regarde dans toute la zone du croissant fertile et même en Inde, la cornaline, c'est devenu un bijou très masculin d'ailleurs, hein, sur beaucoup de bagues, on va la retrouver. Et ici, on est entre l'Irak, la Syrie, la Mésopotamie. Donc en fait, c'est des zones, et ça c'est quand même aussi fascinant, où il n'y avait pas de cornaline dans un premier temps. Il fallait aller au Pakistan, ces fameuses cornalines arapéennes, hein, qui viennent donc d'Arapa au Pakistan, donc très loin. Eh bien, déjà, vont être approvisionnées, vont être travaillées avec un savoir-faire tout à fait exceptionnel. Ces fameuses perles, hein, ces perles arapéennes. Et la taille de ces perles, c'est un peu bizarre pour moi, comme pour anglais, je pense à perles. Oui. Mais ce sont des tubes. Des tubes, vraiment. Oui. Et le savoir-faire pour tailler ces tubes comme cela dans ce minéral qui est très dur est impossible. Exactement. Et si on regarde la date, si vous allez, quand nous pouvons aller dans le Louvre, encore une fois, j'espère que Léonard et moi, peut-être que nous allons pouvoir vous amener, il y a toutes des vitrines de ces perles d'Arabe qui sont, comme vous pouvez voir, élongées comme cela et très orange et très rouge, très joli. Et si vous regardez la date, nous parlons de 4500 plutôt qu'aujourd'hui. Exactement. Déjà un savoir-faire tout à fait impressionnant, une appréciation des pierres qui va être d'ailleurs combinée avec une autre qui est bleue. Exactement, qui est bleu, le lapis lazuli. Et c'est vrai que dans le monde ancien, en Mésopotamie, on va voir très souvent cette opposition du rouge et du bleu, qui est un petit peu notre équivalent du contraste simultané des couleurs. Aujourd'hui, ce serait le rouge et le vert. Ouais. On oppose le blanc et le noir, le rouge et le vert. Et bien à l'époque, c'est vraiment le rouge et bleu, avec une couleur plutôt féminine et une couleur plutôt masculine, le bleu. Sachant que là encore, on n'a pas de saphir. Le lapis lazuli il va être aussi très très apprécié parce qu'il semble contenir de l'or aussi. Alors on sait aujourd'hui que ce n'est pas de l'or, c'est de la pyrite, hein, cette partie du lapis qui est contenue dans la pierre. Merci beaucoup, c'est vrai qu'on a un très bel exemple. Dans le Muséum national d'histoire naturelle, que j'espère que vous allez pouvoir voir, nous, assez tôt, j'espère. Héloïse Gaillou, qu'on remercie pour ce magnifique cliché. Et c'est vrai que le bleu va être aussi immédiatement associé au sacré, ça va être une couleur qui va être très très appréciée, et donc on va retrouver sur beaucoup de bijoux associés à de l'or, avec là encore un savoir-faire tout à fait exceptionnel. On est toujours dans une tombe mésopotamienne, à Our, avec cette fois-ci du lapis qui venait d'Afghanistan, donc encore une fois, une région relativement lointaine. Alors, on est en Mésopotamie, on est entre ces deux fleuves, hein, le Tigre et l'Euphrate. Our se situe pas très loin de Bassora, à 200 km à peu près de Bassora, au sud de l'Irak. Et ce qui est intéressant, c'est que ces Mésopotamiens qui n'avaient pas toutes ces pierres vont déjà avoir des routes commerciales, vont déjà avoir un savoir-faire pour se les procurer. Et en fait, ils vont inventer tout ce qu'ils n'avaient pas, la roue, etc., un très grand nombre d'inventions. Mais surtout, ce qui est fascinant avec le lapis, c'est qu'il ne va pas perdre de sa superbe avec le temps. Et au Moyen-Âge, quelque part, sa popularité va grandir encore, cette fois-ci pour d'autres raisons. Oui, le rouge, comme nous avons discuté, le rouge est tellement important et reste tellement important, mais peu à peu, le rouge va changer de côté, on peut dire, va devenir plutôt masculin. Et le bleu va devenir féminine, mais aussi, surtout, précieuse. Et la préciosité du bleu, à cause du fait que le lapis lazuli est tellement cher, veut dire que le symbolisme et la beauté ensemble vont faire que le lapis lazuli va valoir plus, le prix du lapis lazuli va être plus haut que l'or. Si le prix est plus haut que l'or, qu'est-ce qu'il y a qui est mieux pour combiner, pour exprimer royauté et pouvoir, comme le blason bleu et les fleurs de lis en or sur le bleu? C'est le bleu du lapis lazuli. À droite, vous voyez un poudre qui est créé, c'est un poudre de lapis lazuli. Et peindre, par exemple, peindre le portrait de la Vierge en bleu veut dire qu'on a donné la préciosité à elle dans la peinture et c'était très cher. Donc, c'était vraiment cher de créer la peinture. C'est une couleur, un bleu qui va durer
parce que l'azurite qui est employé quand on voulait sauver des sous devient vert au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qui s'est passé au rouge? Parce que le rouge était féminin, le rouge était tellement... Le rouge reste important. Ce qui est très intéressant, c'est au milieu du XIIe jusqu'au XIIIe siècle, la Vierge Marie commence à changer son habit. Elle porte le bleu, mais vous pouvez trouver quelque part toujours le rouge qui est tellement important, comme mère de Christ, la mère de tout. Elle a le rouge. On trouve très souvent, et vous pouvez même jouer un jeu en regardant les peintures, vous pouvez trouver le rouge qui est dessous. Elle a un manteau de bleu dehors et a le rouge dessous. Ici, elle est un peu, on pourrait presque dire, sur un canapé de rouge. C'est ça. Le rouge reste là. Il reste présent. Mais le rouge de la passion aussi, de la charité, du don, c'est une valeur qui va être tellement de symboles pour bleu. Exactement. Alors, on va quand même parler de roche, si je puis dire, de pierre et le cristal aussi. On parlait de la mère du Christ. Le cristal va être considéré d'une certaine manière comme la mère des pierres pendant très longtemps, comme la pierre la plus ancienne. Et comment c'est une surprise. Nous parlons de talisman, gemmes et merveilles et nous avons discuté d'ici cornaline, lapis lazuli et cristal de roche. Où sont les diamants? Mais le cristal de roche, même couleur, transparent, est considéré comme la mère des pierres. On a cette idée que nous sommes en train de citer beaucoup et de nous appuyer sur un livre que Ghislain va vous donner et nous allons vous donner à la fin, un livre par Valérie Gonterot-Loz qui a fait énormément de travail en faisant des combinaisons de tous les lapidaires. Exactement. Et les lapidaires qui sont très importants. Ici, nous citons du Marbaud de Rennes, un archevêque ou un évêque qui passait sa vie comme savant, étudiant toutes les sources qui venaient de l'Antiquité et qui faisait des compilations. Et pour le cristal de roche, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on crée encore une boula comme cela pour un enfant, pour protéger un enfant? Pourquoi est-ce qu'on ferait cela? Parce que ce que vous voyez là dans le François, qui est l'ancien français, si nous faisons une traduction approximative, les anciens disent que cristal, que c'est la glace naturelle. Donc, cristal était une glace qui, au fur et à mesure, pendant les années, est endurcie par le froid. Et le froid change la nature du cristal de roche pour que le cristal de roche devienne roche. L'idée, c'est que c'était peut-être la plus ancienne pierre. Et parce que c'était la plus ancienne pierre, c'est aussi une pierre qui peut protéger. Et aussi, il y a toujours, nous discutons les lois de correspondance. Nous voyons rouge comme le sang, nous voyons bleu comme le ciel, nous pensons à pureté comme le ciel est pur, nous pensons à cristal de roche parce que c'est clair et c'est transparent et ça peut garder ce qui est précieux. Mais aussi, si vous regardez de proche les inclusions dans le cristal de roche, vous pouvez voir quelque chose qui fait penser à lait. Donc, on avait aussi l'idée pour les lois de correspondance que pour les nourrices, elle est bonne pour le lait. Parce que si une mère veut donner beaucoup de lait à son enfant, et qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que l'enfant soit en bonne santé, que l'enfant pouvait grandir et devenir adulte et rester en bonne santé toute sa vie. Si on donnait à boire dans le cristal de roche, la mère pouvait donner le lait. C'est ça. Donc on broyait la pierre en une fine poudre qu'on mettait avec de l'eau. Et aussi, même boire dans un verre de cristal. Et dans un verre de cristal, voilà, les sortes de combinaisons. Donc effectivement, on va parler beaucoup de ces fameux lapidaires. Et lapidaire, c'est une sorte de compilation. En fait, on est à l'origine de la minéralogie. C'est une science qui n'est tout à fait définie. On va essayer d'établir une hiérarchie, un ordre dans toutes ces pierres que l'on trouve. On pense commencer à les connaître. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une approche évidemment chrétienne, c'est-à-dire que c'est des pierres dont la fonction, l'image, les symboles doivent être interprétés. L'ensemble de la création, l'ensemble de la nature est donné aux hommes dans un but d'être comprise, d'être interprétée. Et donc, on va leur prêter à chacune des fonctions. Et ces fonctions, forcément, elles vont être tirées de leur image, de leur apparence, de leur forme. Et ça va être comme ça pour toutes les pierres, en fait. Effectivement, la forme laiteuse du cristal de roche va inspirer cette croyance. Alors ce qui est intéressant, c'est que le cristal de roche, il va être aussi imité par les Vénitiens
avec ce qu'on appelle aujourd'hui le cristal pour la vaisselle. La notion vient de là. Et aussi par les Égyptiens et les Romains. Et le verre, c'est difficile de croire, mais le verre pouvait être plus cher que presque rien, parce que le verre était un art qu'on gardait, comme tu dis. C'est une pierre de synthèse, finalement. Et les gens ne donnaient pas les secrets. Alors une autre pierre, là encore très, très mystérieuse pendant très longtemps, c'est l'ambre. Et l'ambre n'est pas vraiment une pierre, en fait. Si on veut être un petit peu rigoureux, l'ambre, c'est une résine qui est fossilisée. Néanmoins, c'est une résine qui n'était pas trouvée à proximité des arbres dans un premier temps, en fait, qui était trouvée près des rivages, notamment près de la mer Baltique, en Europe du Nord, et qui flottait sur l'eau salée, si je puis dire. Donc on va là aussi lui prêter des vertus assez extraordinaires, surtout que lorsqu'on la frotte à un tissu, c'est d'ailleurs comme ça qu'on sait que l'ambre est de l'ambre et pas du plastique coloré, eh bien elle est électrostatique, c'est-à-dire que vous l'approchez des cheveux et vos cheveux s'élèvent, il y a cette magie entre guillemets de l'ambre, d'où le fait aussi que en fait, le mot électricité vient du mot grec pour définir de l'ambre, donc le électron. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est évidemment par sa couleur, elle va être associée à l'or si on s'intéresse aux épisodes homériques de l'Iliade, de l'Odyssée. Déjà, on a la mention de colliers en ambre et en or. Et effectivement, l'archéologie montre, notamment pour les cultures mycéniennes, des colliers de ce type. Vous en avez ici un exemple à l'écran. Alors en fait, c'est grâce à Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, qu'on va comprendre que ce qu'il appelle le succinct, donc l'ambre, le succinct se forme d'une sorte il appelle ça une moelle, c'est une sève, qui donc coule d'une espèce de pain. Et donc grâce à ça, on va commencer à faire une sorte de distinction parmi les autres pierres. Aujourd'hui, tout le monde connaît les ambres grâce à Jurassic Park. Évidemment, toujours dans le marché actuel, les ambres comprenant des insectes fossilisés sont les plus chers et les plus recherchés. C'est une bonne chose finalement, comme ça les gens savent de quoi il s'agit. Oui, mais aussi, je crois que pour Léonard et moi, qui nous enseignons à l'école, quand l'école est là, un cours que nous adorons, qui est Amulettes et Talismans, qui dure 4 heures. Donc, nous touchons un peu sur les sujets, mais ce que nous discutons dans le cours, c'est tout à fait différent, mais lié. Et on a beaucoup d'esprits rationaux, les Français qui sont très... cartésiens. Oui. Mais quand même, le moment qu'on montre l'ambre, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que toujours aujourd'hui, il y a cette croyance, pour ne pas dire une superstition, peut-être qu'il y a des effets, je ne sais pas, je ne suis pas physicien, mais c'est vrai que encore aujourd'hui, on le trouve dans beaucoup de tableaux, notamment les tableaux nordiques, on va placer des colliers d'ambre autour des bébés, notamment pour les soulager des douleurs dentaires. Alors aujourd'hui, on dit que c'est très très dangereux de mettre des colliers au bébé. Bon, ça, chacun son avis, mais voilà, selon la légende, l'ambre soulagerait cette douleur. Alors, une autre pierre, évidemment, qui va avoir un très très grand nombre de pouvoirs, c'est le diamant, et pour cause. Oui, enfin on arrive au Big Four, ce que les GIA appellent les pierres précieuses. Mais on ne voit pas le diamant sur une bague en train de briller. Non. On regarde un jeune homme qui est en train de prendre une énorme pierre, un énorme rocher, plus grand que le Cullinan, mais on avait l'idée dans l'Europe où il n'y avait pas les diamants, parce que jusqu'au XVIIIe siècle, le seul endroit pour les diamants était le sud de l'Inde. On ne savait pas exactement où les trouver, mais on avait l'idée que si on pouvait y aller, on pouvait les avoir dans des énormes pierres comme cela à cause de la légende. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est de voir l'intérêt que les Européens, pendant le Moyen-Âge, avaient pour ces pierres. Ils voulaient trouver ces pierres. Et pourquoi? Dans l'étymologie du mot, on peut trouver peut-être pourquoi. D'abord, l'adamas. Adamas, qui vient du grec, encore une fois, qui veut dire invincible, impossible de conquérir. Donc, s'il y a quelque chose qui donne ce pouvoir, qui rend l'homme qui le possède invincible, bien sûr, on va vouloir trouver. Et le mot diamant, ce qui est intéressant, c'est que le mot diamant vient à travers le grec et après le latin jusqu'au français. Donc, diamond, en anglais, vient du français. Et le français, pendant le Moyen-Âge, le français diamant était lié avec aimant. Et donc, ce n'est pas nécessaire d'expliquer en français. Aimant veut dire ce qui attire, comme avec magnétisme. Exactement. Et donc, aimant, aussi le verbe pour aimer. Et diamant, on a eu l'idée que le diamant était un aimant, qui n'est pas, mais on a commencé à évoluer l'idée que le diamant pouvait faire aimer. Et que le diamant, donc, longue route pour devenir
ce qu'on met sur une bague de fiançailles. Mais les pouvoirs du diamant, invincibilité, l'aimant, ce n'était pas du tout limité à cela. Et on peut même dire que la route qui mène vers le pouvoir de faire aimer, qui n'était pas le plus grand intérêt pendant le Moyen-Âge, et voyager à travers les autres pouvoirs qu'on peut voir ici dans le François. Et si vous êtes tout à fait confortable avec le François, vous pouvez lire pour vous-même. Mais moi, avec Léonard, j'ai fait des paraphrases. Encore une fois, notre ami Marbode de Rennes, que j'adore, cet évêque qui était en train de, pendant toute sa vie, faire des compilations de toutes les sources. Et il faut savoir qu'il n'y avait pas Google, il n'y avait rien. Et sans ces gens, ces religieux qui se dédiaient à préserver la connaissance, on ne l'aurait pas. Donc, cette pierre, selon lui, peut être très utile pour les gens qui voulaient faire des enchantements. OK, on a cela à côté. Ceux qui portent cette pierre peut avoir force et pouvoir, donc déjà à Damas. Mais cette pierre peut aussi défendre des cauchemars et des fantômes. Donc, ni les fantômes ni les cauchemars, c'est bien déjà. Cette pierre pouvait protéger contre le venin des serpents, contre tous les poisons, et aussi soulage le stress et libérer les tensions, et aussi rendre raison aux fous. Wow! En tout, à la fin, la phrase que Marbode nous raconte veut dire, on est d'accord, c'est mieux que le meilleur médecin. Exactement. Qui n'est pas, ce n'est pas beaucoup, parce que les médecins pendant le Moyen-Âge, on n'est pas sûr qu'ils étaient... On a fait des progrès depuis, on va dire. Oui, je crois. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, le diamant n'est pas du tout apprécié pour sa brillance, en fait. C'est vraiment sa dureté. Oui, rien là discute beauté. Exactement. Rien. Voilà. Donc ça, c'est une conception éminemment moderne. En fait, la beauté, pour le coup, eh bien, ça va plutôt être le saphir. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le saphir, c'est le bleu, la couleur de la Vierge. Et toujours dans ces lapidaires, dans ces récits, on va qualifier le saphir de gemme des gemmes, avec aussi des pouvoirs tout à fait miraculeux, surtout le pouvoir de libérer des prisons. Si vous avez la chance d'être en prison avec un saphir dans votre poche, ça peut arriver, on peut toujours rêver, eh bien vous frottez ce saphir contre le barreau de votre cellule et vous sortirez miraculeusement. C'est toujours très pratique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a plein d'autres valeurs qui vont être associées, notamment des valeurs des forces, de pouvoir. Et on a ici une illustration de Barthélemy Langlais sur laquelle on peut zoomer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces trois chercheurs de pierres, si je puis dire, qui trouvent des pierres de toutes les couleurs sur le lit d'une rivière. Alors évidemment, on peut imaginer que l'artiste n'a pas véritablement visité des sites où l'on trouve ce type de pierres. Néanmoins, c'est intéressant parce que ça nous renseigne sur les origines de ces pierres, notamment ce qu'on appelle les gisements secondaires, c'est-à-dire non pas les gisements primaires de la mine ou du filon, mais celui qui a emporté les pierres au gré des fleuves, au gré des rivières et sur leur rivage. Donc là encore, une part de vérité assez intéressante et assez importante dans ce type de conception. Mais il y a ce genre de rêve que si on peut trouver l'endroit, c'est comme les bonbons pendant Pâques. Ah oui, l'abondance. Oui, si on peut trouver l'endroit, on peut les avoir en abondance. Et on a déjà des intermédiaires, on a des réseaux commerciaux assez étroits, et parmi ces types d'intermédiaires, on a des spécialistes. Et il y a un spécialiste des pierres qui est mis en scène dans un livre, dans le lapidaire alphabétique de Philippe de Temps, c'est un certain Sidrac qui vient conseiller le roi sur les vertus des pierres et leurs valeurs. Et parmi celles-ci, une pierre un petit peu plus complexe, un petit peu plus inquiétante aussi parfois, c'est l'émeraude. Oui, et ici c'est une illustration d'une version de ce livre de Sidrac pour le roi Boctus, qui n'a pas existé, mais c'est une idée comme Platon, les conseils pour le roi qui veut devenir sage. Et nous avons cru que c'est une bonne idée de vous montrer cette image pour discuter une pierre qui est compliquée, une pierre qui est belle et qui est surtout à sa valeur pour sa couleur, qui dit, Marbode ici, il dit cette émeraude, oui c'est Marbode encore une fois, je voulais être sûre parce que c'est Philippe de Temps pour l'illustration, mais c'est Marbode pour la poésie. Cette émeraude par sa couleur vaut plus que toutes les autres choses vertes. Donc Exactement. Tout ce qui est vert. Et la couleur verte encore, si on veut trouver une pharmacie,
dimanche, quelle pharmacie est ouverte, on regarde est ouverte et on regarde pour la croix qui clignote. Et on pense à printemps, on pense aux guérisons, on pense à la nouvelle vie qui vient avec printemps, avec les récoltes, tout. Et on peut penser à tout ce qui est positif. Mais aussi, c'est compliqué parce que la couleur verte peut aussi être le venin des serpents, les yeux verts de jalousie. En fait, c'est une couleur qui était aussi associée au diable, à Lucifer, parce qu'on dit que Lucifer, lorsqu'il a été chassé du paradis par Dieu, eh bien, il a perdu son troisième œil, qui était un œil d'émeraude, et qui serait tombé par terre, qui aurait été récolté par la suite, et notamment pour guérir les yeux. C'est-à-dire qu'on souvent il y a cette idée que le vert eh bien, guérit la vue, on peut guérir les aveugles avec le vert. En fait, c'est une conception qui existe toujours aujourd'hui en architecture d'intérieur. Une pièce verte va reposer les yeux, va un petit peu calmer et reposer. Donc, encore une fois, peut-être une part de vérité, de légende dans ces conceptions. Et on dit même que cette troisième œil a été employé dans le Graal. Exactement. C'est-à-dire que cette fameuse émeraude qui est tombée de l'œil du diable, eh bien, en fait, on va graver le Graal lui-même dedans. Il va avoir d'autres vertus et il va être recherché. Ça, c'est les continuateurs de Chrétien de Troyes, effectivement, de Perceval, qui nous rapportent cette légende. Qui est intéressant parce que dans l'Est, on peut trouver des coupes qui sont taillées en émeraude. Exactement. Et donc, il y a l'idée que ce n'est pas trop loin de la vérité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette pierre qui est tellement belle, qui peut incorporer l'œil du dragon et la guérison du printemps? Cette pierre, on pourrait dire entre les pierres, et si on discute les pierres qui peuvent jouer comme médecine, c'est un peu le vaccin des pierres. C'est parce que c'est quelque chose qui prend du mal et fait quelque chose d'excellent qui protège, et ce que nous cherchons maintenant, qu'on dit que Pfizer a peut-être trouvé, on ne sait pas. Mais l'idée qu'on peut tirer du mal le plus beau et le plus bon. Exactement. On doit continuer. On a beaucoup de pierres à vous parler. Une pierre qu'on a un petit peu aujourd'hui oubliée, c'est l'escarboucle. En fait, l'escarboucle, c'est plusieurs pierres. Puisqu'à l'époque, on ne faisait pas tellement la distinction entre le rubis, entre le spinel, entre ces différentes pierres rouges, en fait. Et donc, on les appelait l'escarboucle. Escarboucle, qui là encore vient du latin et qui signifie le charbon ardent. Et ça, c'est quelque chose de très très important sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté. C'est que les pierres, et ça déjà dès la Mésopotamie, étaient vraiment vues comme des sortes de matérialisation de la lumière. C'est la lumière que l'on peut toucher, de la lumière qui fonctionne aussi la nuit quelque part. Et on pensait d'ailleurs que l'escarboucle continuait de briller la nuit alors que le jour, elle était opaque et obscure. D'où cette fascination. Là encore, une pierre qui va être extrêmement appréciée pour sa couleur. On a parlé du succès du rouge avant le XIIIe siècle. C'est là aussi la gemme des gemmes. Ça marche aussi pour le rubis, avec là encore des très très grandes vertus. Et même on lui prête les vertus des 12 autres pierres principales. C'est-à-dire qu'elle va vraiment régner sur les autres pierres. Alors les 12 pierres, c'est les fameuses 12 pierres que porte Aaron sur son pectoral dans l'Ancien Testament. Et c'est aussi les 12 pierres qui constituent la Jérusalem céleste dans la vision de Saint Jean de l'Apocalypse. Donc là encore, voilà, une organisation du monde, une hiérarchie, une sorte de cartographie même de ces différentes pierres, toutes combinées donc dans l'escarboucle et le rubis. Et afin un petit peu de mettre corps à ce discours, on a choisi aussi de vous montrer un bijou tout à fait exceptionnel qui vient, et je vais effectivement vous le montrer en zoom, qui vient combiner ces différentes qualités. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un fermail, une fibule au sens antique, et qui en plus représente une annonciation. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'annonciation de l'ange, la Vierge Marie, il y a l'émeraude, il y a le rubis, il y a même la vase pour le fleur, c'est le fleur de lys, qui est l'annonciation, le symbole de l'annonciation pour la Vierge Marie, qui est taillé en rubis d'une façon tellement sublime. Mais au-dessus de tout presque, dans une couronne même, c'est une couronne de perles, de rubis et des émeraudes, qu'est-ce qu'on a ? On a le diamant. On a le diamant dans pas du tout taillé, probablement trouvé comme cela, un cristal, trouvé avec le point, l'octaèdre, ou la partie de l'octaèdre romain. Et c'est pour le symbolisme, pour la signification. Le M, c'est vraiment boucler la boucle. Le M de la Vierge Marie, l'Annonciation, les symboles dans les pierres. Et c'est un bijou qui a été donné par un des fondateurs de Oxford. Donc, c'est le Founder's Jewel de Oxford University. Très intéressant, un bijou qui est très, très chéri par eux aujourd'hui.
Là aussi un chef-d'œuvre, un lapidaire et de joaillerie pour ce début du XVe siècle. Orfèvrerie aussi. Alors on va s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle le bestiaire protecteur. Alors cette notion elle peut peut-être vous étonner. Pourquoi les bestiaires? Donc les bestiaires, au Moyen-Âge, c'était ces compilations d'animaux. Toujours cette même idée encyclopédique, une pensée en analogie. On va assembler différents animaux pour les interpréter, pour les comprendre. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le terme de lapidaire, aujourd'hui, on dit un tailleur de pierre, un lapidaire, eh bien, vient de ces encyclopédies-là. Et même par endroits, dans certains lapidaires et dans certains bestiaires, eh bien, des pierres vont elles-mêmes être considérées comme des animaux, en fait, considérées comme vivantes. Et si on les traite bien, si on s'en occupe bien, eh bien, elles pourront aussi vivre presque éternellement. Et même reproduire. Et se reproduire, et croître, exactement. Mais vous pouvez imaginer comment le temps qui a été dédié pour étudier les pierres pour qu'ils puissent se reproduire. Exactement. Et là aussi, on va remonter un petit peu dans le temps, puisqu'on va aller en Égypte. Et là, il y a vraiment un animal, un insecte, si je puis dire, qu'on retrouve absolument partout en joaillerie, c'est le scarabée. On trouve la scarabée aujourd'hui. Les jeunes portent les scarabées en multiplicité, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que la scarabée est liée à la vie même. Parfait d'avoir cette bague du Louvre avec la scarabée en or, le métal précieux de la vie, taillé en cornaline. Et cet insecte qui est le symbole de la vie, même le dieu Khepri, je ne sais pas comment prononcer. Khepri, oui. Oui, on ne sait pas parce qu'on n'est pas égyptien, mais Khepri était le dieu de la vie même, trois aspects de la vie. C'est le dieu du soleil levant, c'est-à-dire que les Égyptiens, le soleil était tellement important qu'ils avaient 3 dieux pour le soleil. Effectivement, le soleil du matin, c'est le soleil levant, c'est Khepri, c'est le scarabée. En fait, c'est aussi le scarabée qui pousse sa petite boule. Oui. Exactement comme bouge le soleil. Le mouvement Donc, solaire. la boule pour ses œufs qu'il met dans la terre, il tourne exactement comme le soleil et les nouvelles insectes sont nés exactement 30 jours, donc exactement le cycle du soleil pour la naissance de l'insecte. Donc les Égyptiens, encore une fois, faisant correspondance, ont cru que cet insecte était lié avec la vie même, protection de la vie même. Pourquoi vous trouvez sur les momies des douzaines, même des centaines de scarabées sur les bandages, que j'ai un trou pour dans les bandelettes, les différentes amulettes, oui, les bandages. Aussi pour les bandages. C'est le même mot pour les bandages. À droite, on a un bijou très sophistiqué et énorme qui est dans le musée, la collection de Cartier de 1924, parce que 2 ans après la découverte Seulement 2 ans. Oui. 2 ans après la découverte de Toutankhamon par Howard Carter. Donc là, on voit bien l'explosion de l'égyptomanie au moment Art déco, dans les années 20, une égyptomanie qui va définir quasiment l'Art déco, qui fait partie de son ADN. Alors moi, j'aime beaucoup cette broche scarabée. C'est d'ailleurs dommage que le scarabée ne soit pas plus étroitement lié à la maison Cartier depuis. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines maisons du XXe siècle qui vont littéralement s'approprier, s'attribuer ces animaux magiques, ces animaux talismaniques. Et forcément, si on vous parle du serpent et qu'on vous parle d'un joaillier au XXe siècle, tout de suite, on va penser à Bulgarie. Oui. Alors Bulgarie, ce n'est pas une maison bulgare, évidemment, ce n'est pas une maison italienne non plus, c'est une maison d'origine grecque initialement. Enfin, aujourd'hui, elle est italienne, bien sûr, mais Bulgarie était initialement grecque. Et en fait, dans la tradition grecque, on a cette importance du serpent en joaillerie qui est absolument immense. Alors évidemment, dans la pensée chrétienne, dans la culture chrétienne, le serpent est vu comme diabolique, comme démoniaque, comme mal vu, alors qu'en fait c'est un symbole extrêmement positif dans tout le reste du monde, si je puis dire. Il y a cette idée d'ouroboros, en grec, le serpent qui se mord la queue, donc une idée d'infini, de renouvellement avec la mue qui se change, donc quelque chose extrêmement positif, d'où son succès jusqu'au XXe siècle. Et d'ailleurs, Bulgarie ne sont pas les seuls à avoir utilisé des serpents. Cartier en a fait dans les années 60. Et la maison de Boucheron aussi, Frédéric Boucheron, donc à la fin du 19e siècle, qui avait, pour son épouse, dessiné, composé des bijoux à base de serpents. Vous en avez ici un exemple. Et même pour l'idée d'éternité, c'était Reine Victoria, pour son mariage avec Albert. Prince Albert avait donné une bague serpent que Victoria portait pendant le mariage. Pendant tout le 19e siècle, qu'on était vraiment en train de tomber amoureux du passé, l'historicisme, l'idée du serpent comme symbole d'éternité est vraiment évolué vers le positif, on peut dire. Mais bien sûr, dans la Bible, avec Adam et Ève, on a vraiment le commencement de
de la perte de distinction, perte d'honneur, on peut dire, pour le pauvre serpent. Parce que le serpent est, dans ce cas, lié aussi avec l'évolution vers le dragon. Et si on regarde cette illustration à gauche que Léonard a mis pour nous sur le gros plan, on peut voir que le serpent est aussi une femme, est aussi quelque chose qui est un peu en train de devenir forme dragon. Et que ce serpent est bien sûr en train de tenter Ève pour manger la pomme. Et après, tout est changé. Et après cela, c'est la chute de paradis. À droite, ce dragon qui est plutôt notre idée du dragon même maintenant, dans les BD pour les jeunes, dans Game of Thrones, partout, on voit des dragons comme cela. Mais dans cette image, on a un dragon dans une illumination d'un manuscrit qui fait quelque chose qui ne se passe jamais. C'est que le dragon, pour l'artiste qui a voulu exprimer comment est-ce que le dragon est terrible et horrifique, il a fait voler le dragon sur la page. Le dragon a cassé les marges et le dragon est là, en rouge et en vert, pour faire peur. C'est ça. Et là encore, c'est vraiment une question de conception, puisqu'autant le dragon va être vraiment vu comme un animal dangereux, une sorte de réinterprétation d'une sorte de dinosaure aussi, au Moyen-Âge. Eh bien, si on va en Chine, à la même époque, eh bien, le dragon, c'est toutes les vertus possibles et imaginables. C'est la noblesse, c'est le protecteur des empereurs, le protecteur des hommes, la chance, enfin, c'est vraiment toutes les vertus positives. Et lorsqu'ils regardent les enluminures médiévales où on voit Saint-Georges tuant le dragon, pour eux, c'est vraiment le pire des crimes. Et là, on voit bien justement cette différence de conception. Alors, tu parlais de Game of Thrones. Effectivement, peut-être que Game of Thrones va un petit peu changer les mentalités vis-à-vis des dragons. Peut-être que milite pour les dragons. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la série, les dragons sont aussi bons ou mauvais que ce que les hommes en font, finalement. Ouais. Et donc, on a peut-être ici un changement de statut du dragon. Il faudra voir les... Comme avec le serpent, qui est pourquoi nous avons lié les deux, le pauvre serpent et le pauvre dragon, qui ont été... On a eu cette chute pendant les époques, mais maintenant on a aussi, je ne sais pas comment est-ce que vous traduisez le film, mais How to Raise Your Dragon, oui. How to Raise Your Pet Dragon, il y a des adorables films aussi. Un dragon, je sais plus. Oui. Et donc il y a ce même changement de rapport. Tout à fait intéressant. Ce bijou est intéressant parce que c'était fait par les mêmes gens qui ont dessiné les bijoux pour la série télévision. Ça a eu tellement de succès, c'est devenu leur propre collection après. C'est Michel Clapton avec ici un tour de cou assez spectaculaire. Ici en diamant et en vrai, qui n'était pas pour la série. Voilà. Mais... Alors on était dans l'hypermodernité, on va revenir un petit peu dans le passé pour vous parler de la maîtresse des animaux. Ça, Inesita, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Oui, j'adore la maîtresse des animaux et dans notre film, sur notre e-bibliothèque, Ghislain peut vous donner les liens, nous avons un film au sujet du savoir-faire, la fantassie perdue, en discutant, parce que la maîtresse des animaux est aussi le maître des animaux, mais plutôt la maîtresse, parce que dans les époques qu'on discute, la déesse était encore très, très importante. La force féminine était là. Et c'était la force féminine qui a connu sa chute avec la tradition du Bible. Mais c'est pourquoi le serpent doit tenter pauvre Ève pour perdre ses pouvoirs, on peut dire. Mais la maîtresse d'animaux, elle a ses pouvoirs en plein. Et vous pouvez voir que les lions, ici vous voyez les lions, Léonard vous montrait, vu du dessus, leur tête. Vous avez la tête là et la queue. Donc les lions sont un peu comme elle a fait le dressage des chiens. Et les lions sont en train de d'aller se coucher sur commande. Elle peut commander même les lions de faire ce qu'elle veut. Et cette merveilleuse plaque est un exemple. On peut les trouver, elles sont très rares, mais on peut les trouver dans le Cleveland Museum, cet exemple dans le British Museum à Londres. Aussi, il y a un exemple dans le musée en Grèce, plus quelques exemples. Et on a eu l'idée de vous montrer deux formes antiques qui sont très importantes dans les bijoux avec le thème des animaux. Parce que sur le fibule à droite, vous voyez des lions qui sont construits tout à fait avec granulation. On profite du moment pour discuter le savoir-faire et le niveau de technique qu'il a fallu des siècles pour récupérer. Exactement. Qu'on peut construire cette œuvre d'art tout à fait en granulation. Granulation, c'est ces petites perles qui sont créées par les orfèvres et il y a
des énormes, il y a des universités en métallurgie, les jeunes étudiants et ingénieurs qui essaient de reconstruire quelles sont les techniques qui ont été employées. Alors la granulation mise au point par les Étrusques, on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on va s'intéresser à un certain pendentif étrusque que vous allez voir. En fait, ici, on parle des lions. Déjà, les lions ont beaucoup de succès en joaillerie. Ce succès, il va se maintenir forcément tout au long de l'Ancien Régime en Europe et jusqu'à aujourd'hui. Alors, le lion va être très très populaire dans l'ouest de l'Europe. Ça va être la figure royale par excellence. Il y a beaucoup de royaumes dans l'ouest de l'Europe à la période moderne. Si on s'intéresse à l'Autriche-Hongrie, à l'Europe plus orientale, disons, on va avoir la figure de l'aigle qui va être un petit peu l'équivalent. Et ici, on a ce pendentif absolument spectaculaire qui aurait été offert pour un mariage au début du XVIIe siècle et qui est donc une perle baroque, donc une perle irrégulière, autour de laquelle s'articule ce lion en or tout à fait naturaliste et très, très étonnant. Alors le lion, on va le retrouver beaucoup dans les créations de la maison Chanel, pour une raison très simple, c'est que les créations joaillères de la maison Chanel s'inspirent de la personnalité même de Gabrielle Chanel, Coco Chanel, superstitieuse s'il en est, et qui donc était du signe du lion, le signe zodiacal du lion, et qui donc avait choisi le lion comme figure de protection, ici associé sur ce collier qui lui rend un petit peu hommage avec l'étoile à 5 branches, une sorte d'étoile filante, là encore une figure astrologique, si je puis dire, astronomique, qui va lui porter chance. On voit une étoile filante passer, on fait un vœu, on croit en sa bonne étoile, et si on associe ça au signe du lion, forcément on a un bijou extrêmement puissant, si ça correspond à sa propre personnalité. Et ce qui est intéressant aussi, là, il taille cela dans une pierre, une citrine qui est inclue, et à gauche, ils ont trouvé une perle, ils ont sculpté le lion avec perles et or autour. Donc, c'est regarder dans les matières et trouver l'animal qu'on veut sculpter dans les matières et créer l'animal de la matière. La nature est source d'inspiration. Et une source d'inspiration très très importante pour la maison Cartier, alors ça ne va pas être le lion évidemment, c'est la panthère. La panthère, nous, les modernes, nous pensons aux deux comme des félins, assez féroces, c'est toujours sauvages, même s'ils sont, on fait dressage avec ces animaux, ils sont toujours sauvages. Mais à gauche, nous avons un peu une piste pour nous faire comprendre ce que pensaient les gens pendant le Moyen-Âge au sujet des panthères. Parce que pour eux, pendant le Moyen-Âge, les panthères étaient douces. Les panthères pouvaient entamer les esprits sauvages. Même les panthères pouvaient attirer les autres animaux. Ce que vous voyez, c'est que derrière, vous voyez les autres animaux qui sont en train d'émerger du bois, du forêt, littéralement du bois, et qui sont en train de suivre le panthère qui est au milieu. Et le panthère au milieu, est-ce que tu peux... C'est l'image du Christ, naturellement. C'est le berger, quelque part, qui accompagne les animaux. Oui, parce qu'il peut faire... Il réunit et rendre paix même aux bêtes sauvages du forêt. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Il pouvait pousser les dragons. Donc vous avez le dragon qui tourne sa tête, comme ici il a peur, il tourne sa tête vers ce panthère. Donc ce panthère qui a une odeur, un parfum très très doux, peut attirer et repulser. Donc ce panthère devient une description analogique pour Christ. Le panthère de Cartier des années 80 est très similaire. C'est le jugi, c'est tout à fait un chef-d'œuvre de haute joaillerie, mais c'est tout à fait similaire aux représentations du Moyen-Âge de ce panthère. Ce n'est pas par hasard, parce que Cartier toujours encourageait leurs dessinateurs d'étudier l'histoire de l'art, aller dans le Muséum national d'histoire naturelle ou dans l'école des mines pour regarder les minéraux, mais aussi pour aller dans le Louvre et pour étudier l'art pour leurs inspirations. Et le panthère était aussi dérivation de la grande tradition de l'art français, mais aussi c'était une référence à Jeanne Toussaint, qui était surnommée la panthère, une petite féroce qui était la directrice créative. Féroce et féminine à la fois. Ouais. Cette fois, on a vraiment l'animal qui est, j'allais dire glamour, c'est pas le bon terme, mais qui a cette idée toujours de séduction, et combiné donc avec en plus peut-être une férocité ou du moins
une dimension légèrement sauvage. Well, elle a repoussé les nazis pendant elle avait eu une interrogation pour ses broches avec les oiseaux dans les cages et elle a pu réussir à échapper à l'interrogation des nazis. Dans les vitrines de la place, c'est vrai. Elle était un phénomène, c'est sûr. Alors on a parlé de dragons, on pourrait parler en fait de beaucoup d'autres animaux mythologiques, mythiques. On peut citer notamment les griffons. Ici, c'est une pièce donc créée par la maison Van Cleef Arpels dans les années 70 pour célébrer l'hommage de la découverte de la culture achéménite, c'est ça, hein? Oui, c'était l'anniversaire 2500, l'anniversaire des 2500 ans depuis la fondation de l'Empire achéménide. Et c'était le Shah d'Iran qui a arrangé cette fête. Il a fait une énorme tente dans le désert. Ils ont fêté pendant toute une semaine la tradition de la Perse. Et encore une fois, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une interprétation du griffon, parce qu'on voit bien que selon les codes traditionnels médiévaux occidentaux du griffon, le griffon, c'est une tête d'aigle sur un corps de lion. Là, on voit que la chose est différente. En fait, ce qui est fascinant avec cette pièce, c'est qu'elle juxtapose aussi des matières tout à fait différentes. C'est une pièce très originale, hein. C'est un orientalisme très 70s, mais tout à fait plaisant, et donc qu'on voit là aussi une forme de férocité, hein, une forme de sauvagerie, qui là encore va protéger naturellement la personne qui porte ce bijou. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que c'est un bijou qui porte un bijou. Lui-même, le griffon lui-même Et avec beaucoup d'audacité, avec corail, le corps de l'animal est taillé en corail avec une émeraude, des émeraudes dans les yeux, les améthystes. Donc, la juxtaposition de couleurs est très audace et se puise dans la tradition de l'Est. Et pas du tout dans la tradition de haute joaillerie des années 60 de l'Europe. C'est ça. Alors on parlait des Perses, on parlait de ces cultures et de ces civilisations anciennes. Parmi les premiers récits qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on s'intéresse aux pierres, eh bien, il y a en fait un des premiers récits tout court, si je puis dire, c'est l'épopée de Gilgamesh, évidemment ce récit fondateur qui contient déjà des épisodes qui seront repris dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau, etc. Gilgamesh, donc ce roi, dieu, homme errant en quête d'éternité, il voulait vivre éternellement. Il va prendre tout un récit initiatique, c'est un récit assez fantastique, et surtout très très vite et très fréquemment dans le récit, il va être confronté à des pierres. Et on voit que ces pierres vont là aussi l'accompagner, avoir des vertus. On a déjà une sorte de réflexion sur leur symbolique et leur fonction. Il va voir ce char de l'azurite dans lequel il se déplace avec des roues d'or pur et au guide en ambre. Donc on retrouve ces trois fameuses matières que l'on a évoquées. Mais il y a une autre légende qui est un petit peu moins médiatique, si je puis dire, ou célèbre aujourd'hui que celle de Gilgamesh, c'est ce qu'on appelle le Lugal-e, c'est l'épisode de Ninurta, qui lui va affronter les pierres, il va affronter le dieu de la montagne. Pourquoi ? Eh bien, là encore, il est mésopotamien, il vient d'une vallée, les montagnes sont à l'est, justement, cette porte du Pakistan, cette porte de l'Iran. En fait, il va essayer de vaincre les pierres. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a des pierres qui sont bonnes, des pierres qui sont mauvaises, il y a toute une sorte d'organisation. Et idée de génie, c'est-à-dire qu'il a l'idée qu'il a pour vaincre les pierres, eh bien, c'est d'utiliser de l'eau. En fait. Il s'aperçoit que l'eau triomphe de toutes les pierres, la pluie triomphe des pierres, et donc il va utiliser la force de l'eau pour pouvoir vaincre les pierres. En fait, c'est une métaphore, puisque Ninurta est aussi le dieu de l'agriculture. Et l'eau va faire triompher la pierre en faisant surgir la nature, en faisant pousser les plantes, les légumes et les fleurs. Donc c'est déjà une très très belle idée qui explique l'avènement de l'agriculture en Mésopotamie, donc cette région où il y avait quand même de l'eau. Donc on retrouve ici ce fameux collier de la reine Pouabi, une reine dont on sait assez peu de choses, parce qu'elle est une grande prêtresse, prostituée sacrée, les statues étaient même assez troubles, ou une reine, mais du moins on a trouvé une tombe extrêmement riche, extrêmement fournie, avec là encore du lapis-lazuli, de l'or, toutes ces matières qu'on a évoquées ensemble. Alors l'or surtout va être vraiment apprécié à cette époque. Oui, ce mariage d'or et de lapis nous mène à l'idée de discuter que l'or. L'or est toujours, c'est un des métaux nobles depuis le commencement de notre appréciation humaine pour les métaux nobles. On dit probablement argent d'abord parce que l'argent peut être poli, le meilleur, peut encore, la main humaine peut donner le plus grand poli à l'argent. Donc, argent et or. Il y avait des époques quand l'argent était même plus cher. Mais l'or, vous pouvez voir, si vous regardez, nous avons eu des échantillons de l'École des mines et aussi du Muséum national d'histoire naturelle. Cet échantillon stupéfiant qui vient du muséum vous montre qu'est-ce qu'on a vu quand les gens
ont trouvé l'or à l'origine et quand ils ont commencé à trouver que c'était malléable, qu'ils pouvaient façonner des objets. Et quand ils ont pu façonner des objets de cet or qui brille, ils ont voulu créer des objets qui pourraient durer pour toujours. L'or ne change pas. Donc, quelque chose comme cette casque qui a été dans le tombeau de Mescalando, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une imitation, une réplication exactement de la vraie casque qu'il a portée pendant la bataille. L'or ne le protégerait pas beaucoup, donc ça doit être pour cérémonie et aussi pour préservation. Mais on dit que c'est or pur, mais c'est probable, c'est sûr maintenant, on sait que c'est électrum, qui est un alliage naturel d'or et argent, qui fait que le métal soit même plus facile à façonner. Mais pour eux, pour les ancêtres, pour les gens de cette époque-là, si c'était de cette couleur-là, c'était or. Si c'était blanc, c'était l'argent. C'était comme cela. Et on a beaucoup parlé de la Mésopotamie. En fait, les véritables champions du monde des amulettes, si je puis dire, à cette époque-là, c'est les Égyptiens. Donc les deux mots amulette et talisman se retrouvent dans le vocable égyptien. Et c'est vrai qu'on a là aussi un texte tout à fait unique, qui est le texte du Livre des Morts, ou des Révélations, qui contient un certain nombre de recettes, si je puis dire, pour l'au-delà, pour l'autre vie, si je puis dire, mais surtout une très très grande quantité d'amulettes qui sont citées. Et les amulettes se trouvent dans les bijoux populaires aujourd'hui. On porte des amulettes comme ceci et on ne sait probablement même pas que, encore une fois, amulettes du latin veut dire protéger. Donc protéger et donner la vie. Parce que pour les Égyptiens, il fallait maintenir la vie des défunts ou toute la société allait disparaître. Exactement. Donc c'était très très important. C'était pas mourir, c'était maintenir la vie, une vraie vie. Et cette petite amulette de Isis, c'est vraiment, on pourrait même dire une mini Isis. Et Isis, c'est la déesse de vie qui a été de certaine façon remplacée par la Vierge Marie dans la tradition chrétienne. Alors on pourrait citer beaucoup d'amulettes égyptiennes. On peut citer l'œil Udjat, cet œil que Horus a perdu dans un combat contre Seth, qu'il a récupéré grâce au dieu Thoth. Donc là aussi, quelque chose qui est resté extrêmement populaire, l'œil de la chance, encore aujourd'hui en Asie mineure. Si on va en Turquie, à l'avant des bateaux grecs, on trouvait des yeux pour le bon voyage, quelque chose d'extrêmement positif qu'on va retrouver ici sur un exemple en cornaline. Donc on va combiner en plus la puissance de la matière avec celle du motif. Le papyrus, évidemment, figure de printemps, de renouvellement, de la nature. Et d'écriture, parce que sans le papyrus, exactement. Comment est-ce qu'on pourrait écrire? Donc l'idée de renouvellement et même maintenir, comment est-ce qu'on pourrait avoir le livre de s'éveiller, j'aime bien dire plutôt que le livre de mort, si on n'avait pas le papyrus. C'est ça. Et le jade, il y a une raison très pratique pour laquelle je vois vertébré, là, je vois le dos. Non? Exactement, l'amulette jade, qui ressemble aujourd'hui à ce qu'on pourrait imaginer être une colonne, en fait, c'est un petit peu ça, c'est l'épine dorsale, c'est la colonne vertébrale, si je puis dire, d'Osiris, qui lui avait été retirée. Et en fait, évidemment, ça va être une amulette de stabilité. Alors aujourd'hui, la stabilité, c'est un petit peu moins important qu'à l'époque. Lorsqu'on a un pharaon, on veut beaucoup de stabilité, on veut une vie éternelle, on veut de la stabilité, et donc on veut des amulettes jade. On veut perdurer, entre guillemets, et avoir un règne équilibré, d'où l'importance de cette amulette à l'époque. Et nous avons fait le choix de montrer 3 d'entre les meilleures, incroyables, merveilleuses collections dans le Louvre, parce que nous essayons d'y aller tous ensemble assez tôt. Alors si on retourne au Louvre, ce sera aussi l'occasion de retrouver un pendentif tout à fait exceptionnel, un pendentif étrusque. On vous a parlé tout à l'heure de la granulation, et là, pour le coup, on a un chef-d'œuvre de granulation qui a été redécouvert au XIXe siècle par les Italiens. Dans la collection Campana. Et grâce à Napoléon III qui a acheté la collection Campana, on a discuté avec Léonard, n'importe comment ça s'est passé, c'est bien, c'était acheté et c'est là. La collection Campana nous donne l'opportunité de regarder des merveilles comme cela. Granulation, encore une fois, nous avons dit que nous allions retourner à granulation. Ici, c'est l'antique. Et à gauche, nous avons la bataille entre Hercule et Achilleus en grec. Achilleus était la rivière qui était tellement importante parce que la rivière, le dieu de la rivière qui donne la vie, mais il pouvait changer ses formes. Et donc, quand il a eu la bataille avec
Hercule, il s'est changé en serpent d'abord et Hercule a pu pouvoir le battre comme serpent, donc il s'est changé en taureau. Et comme taureau, Hercule a cassé la corne, un des cornes. Et de ce corne, on a le cornucopia. On dit cornucopia, qui donne tout. Mais de tout cela, Archelaus reste très important dans l'iconographie, dans le symbolisme. Exactement. Et la famille Castellani a vu répliquer cette œuvre dans l'Antiquité avec une autre œuvre du 19e siècle. Et si on regarde l'œuvre du 19e siècle, on a beaucoup de difficultés à voir lequel est ancien, lequel est moderne. Le don pour nous, ce qui est bien pour nous, c'est que le savoir de l'Antiquité a été traduit, a été transféré aux modernités pour que nous puissions les avoir dans nos bijoux modernes. Granulation, par exemple. Vous voyez, il a les deux cornes et les oreilles. Donc, il est entre taureau et être humain. C'est ça. Et on est aussi sur une sorte de réinterprétation de la bulla étrusque, ce fameux collier qu'on offrait aux jeunes hommes et en forme de lune pour les femmes lorsqu'ils atteignaient la maturité après avoir accompli un haut fait, un geste héroïque, avoir vaincu un ennemi, etc. C'était un cadeau relativement précieux. Donc effectivement, la granulation déjà tout à fait maîtrisée par les Étrusques, une technique extrêmement complexe étant donné la fusion facile, si je puis dire, de l'or. Oui, et quand on discute Hercule, on doit discuter le nœud d'Hercule, qui devient symbole pour le mariage, pour les Grecs, et même pour aujourd'hui. Léonard et moi, nous étions en train de discuter le nœud, tie the knot, c'est pas tellement en français. En français, mais même nouer des liens, peut-être c'est... Mais même le grand site de mariage et tout ce dont on a besoin aux États-Unis pour le mariage, c'est appelé theknot.com. Donc, le nœud.com pour tout. Les robes, les espaces, tout pour le mariage. Donc l'idée, pourquoi est-ce que ce nœud d'Hercule est lié au mariage? Alors cette fameuse idée du nœud d'Hercule, c'est un nœud qui ne peut pas se briser évidemment, et c'était le nœud qu'on utilisait pour fermer une sorte de ceinture que l'on plaçait pour les mariés. Et donc c'était le rôle de l'époux de libérer la mariée de son étreinte, de cette ceinture, donc en défaisant le nœud lors de la nuit de noces. Alors aujourd'hui, de manière un petit peu plus... disons, terre à terre, on utilise des cadenas pour symboliser l'amour. Moi, je trouve pas ça fantastique. C'est le nœud moderne. C'est le nœud moderne. Et heureusement, on a quand même des interprétations du nœud d'Hercule, notamment chez la maison Fred. On va retrouver un petit peu ce même symbole réinterprété ici pour ce bracelet Force 10. Donc Force 10 qui nécessite une grande force aussi pour briser ce nœud, si je puis dire. Un de nos élèves nous a demandé pourquoi le nœud, pourquoi est-ce que Hercule avait ce nœud. Parce qu'un autre de ses labours, des travaux qu'il a dû faire, il a dû tuer le lion de Némée. Le lion de Némée dont il a gardé la peau sur les épaules. Pour le protéger. Voilà, en nouant ses pattes. Et bien sûr, si vous avez la peau de Némée, vous ne voulez pas le perdre. Exactement. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites un nœud de marin. Exactement. Parce que c'est le nœud de marin. C'est ça, qui ne peut pas être brisé. Et les Grecs étaient des marins. Alors on ne pouvait pas quand même terminer cette conférence sans évoquer un des talismans les plus célèbres en France. C'est le talisman dit de Charlemagne. Alors il hésita à réaliser une très très belle vidéo sur ce talisman qui vous en dira plus si vous allez sur la chaîne YouTube de l'école ou sur notre bibliothèque en ligne. Néanmoins, on peut très rapidement en dire quelques mots. C'est un reliquaire, une fois de plus, qui initialement contenait des cheveux de la Sainte Vierge. Aujourd'hui, ce serait plutôt des fragments de la vraie croix. C'est un bijou qui ne date pas en fait, de l'époque de Charlemagne, qui est un petit peu ultérieur. Il est quand même très ancien et c'est même assez étonnant qu'il ait été si bien conservé. Et qui aurait été remis à Napoléon en cadeau, enfin indirectement à Napoléon, après que celui-ci ait rendu les trésors de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Et ce que vous avez là, ce n'est pas cristal de rocher. Sur un côté, oui, mais là, vous avez un saphir. Vous avez un saphir qui pèse 550 carats. Et donc, cela nous lie à ta discussion qui a commencé du saphir. Donc, le saphir, qu'est-ce qu'on a choisi pour contenir soit les morceaux de la croix, soit le lait de la Vierge, soit les cheveux de la Vierge, peut-être les toits. C'était un grand saphir avec émeraude, avec rubis et l'or.
Et les perles. Et les perles, d'où effectivement en fait, un aspect assez féminin qui est étonnant, et d'où au fait le plaisir qu'a eu Joséphine d'acquérir ce bijou. Il n'a pas été offert directement à Napoléon. Tout ça est très politique. Si vous voulez en savoir plus, il y a des raisons. En fait, c'est une sorte de remerciement. Nous sommes des professeurs. Et cet homme qui était le nouvel archevêque de Aix-la-Chapelle venait de quitter son métier de professeur et est maintenant archevêque d'Aix-la-Chapelle. Grâce à un certain Napoléon. Oui. Donc on a des remerciements suite à des services rendus. Enfin, mais aussi, pour être juste, Napoléon et Joséphine sont arrivés pour prendre les eaux d'Aix-la-Chapelle avec des reliquaires qu'ils allaient rendre, que les Français avaient pris avant quand ils allaient rendre. Et cet archevêque a trouvé que c'était nécessaire. Il a dû donner et voulait donner ce talisman que Joséphine a gardé. Et toujours est-il, voilà, c'est Hortense de Beauharnais qui en a hérité et qui l'a ensuite offert à son propre fils, donc Napoléon Louis Bonaparte, Napoléon III. Et là, on a un document... Qui n'est pas encore Napoléon III. Là, il a fait se gouacher comme un jeune homme. C'est ça qui est étonnant. On a ce document dessiné et écrit qui représente, et on voit bien d'ailleurs les morceaux de croix, dits de croix dans la roche, donc réalisé par le futur Napoléon III, Napoléon Louis Bonaparte, qui à son tour l'offrira à son épouse Eugénie de Montijo. Il n'était pas un mauvais artiste. Non, c'est presque c'est un bon gouacher, oui. Et il a écrit toute l'histoire, donc l'histoire dans son écriture. Et c'est son épouse Eugénie qui allait, après la mort tragique de son seul fils, elle allait léguer ce talisman pour le retourner à Aix-la-Chapelle. Mais après 1919, quand les Allemands ont presque fondu la cathédrale de Reims, les gargouilles sont tout à fait fondues, et les gouttières même, elle a changé son testament. Elle a légué le talisman au palais du Thau, à côté de Reims, de cathédrale, et vous pouvez le visiter là-bas un jour. Pas maintenant, mais un jour, on espère. Ceci conclut notre conférence de ce soir. Évidemment, on aurait pu parler de beaucoup d'autres porte-bonheur, des charms, Oui, et aussi, qu'est-ce que c'est qu'un porte-bonheur? Est-ce que c'est les gens qui, dans nos cours, nous avons eu des centaines de gens pendant ces années, et depuis l'école est née en 2012, le jour de Saint-Valentin, et dans ces 8 ans, on a eu beaucoup d'élèves qui disent... Qu'est-ce que c'est que votre porte-bonheur? Qu'est-ce que c'est que votre talisman? Ça peut être la montre que votre mère vous a donnée quand vous partez pour l'université. Ça peut être... Alors cette médaille tout à fait étonnante de Saint-Christophe. Saint-Christopher, visiblement, c'est une médaille anglaise, ne serait-ce qu'en juger que par le carat de l'or qui a été utilisé, mais qui représente quand même le Concorde. Une voiture que j'interprète comme la Renault 5, mais on a une discussion avec Moi, je pense que c'est Land Rover. Voilà, bon, il y a un débat encore à régler. Toujours est-il qu'on vient ici protéger les transports. C'est cette même idée, les fameuses médailles de Saint-Christophe qu'on retrouve dans les voitures. On est là face à une amulette complète, si je puis dire, qui reprend une iconographie chrétienne, qui vient associer des nouvelles valeurs, évoluer avec son temps et qui garde toute son efficacité, si je puis dire. Ce que vous avez à gauche, oui, tout à fait. Ce que vous avez à gauche, c'est l'image du Moyen-Âge. Exactement. L'iconographie inchangée, médiévale de Saint-Christophe, transportant sur ses épaules l'enfant Jésus au travers du fleuve. Il était un gladiateur qui a été converti et veut aider les chrétiens. Donc, il aide les chrétiens à traverser les rivières. Et il y a ce petit enfant qui veut traverser la rivière. Il dit, et il est comme ça, il était un gladiateur, il est énormément puissant. Il dit, pourquoi est-ce que cet enfant est tellement lourd? C'est pourquoi il est toujours comme ça, en train de... Et enfin, l'enfant dit, parce que je porte le poids du monde sur mes épaules. Donc, toi, tu portes le poids du monde sur tes épaules. Et tu dois être béni. Et bien sûr, les enseignes de pèlerins pendant le Moyen-Âge, on trouve énormément de Saint-Christophe. Il y avait l'idée que s'il y avait un Saint-Christophe sur le mur, vous n'alliez pas mourir une mauvaise mort. On discutera après. Parce que je suis en train de préparer un petit saga au sujet des bijoux du Moyen-Âge et les enseignes de pèlerins pour l'Instagram. Alors j'espère que tu pourras nous présenter ça à l'occasion d'une prochaine conférence. Ceci termine notre conférence de ce soir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Merci encore d'avoir été présent. Pendant que Ghislain va recueillir pour nous toutes les questions que vous aurez posées, vous pouvez encore en poser si vous le souhaitez. On voulait aussi juste vous annoncer nos prochaines conférences qui vous seront données en ligne, gratuitement, une fois de plus. La prochaine, ce sera sur l'architecture new-yorkaise et ses liens avec la joaillerie Art déco. On va ensuite voir la flore dans l'art de la joaillerie. Je crois que
tu y participeras. Et enfin, en décembre, je présenterai avec Olivier Ségura, notre directeur scientifique, une autre légende, une autre histoire merveilleuse qui est celle des relations entre les marchands français et issus du Golfe Persique, les marchands de perles, et de leur collaboration à l'aube du XXe siècle. Oui, aussi c'est le résultat d'un grand projet de recherche que toi tu avais fait qui pendant est encore en un cours, an. c'est vrai. C'est vrai, c'est un sujet de recherche qui a été mené par l'école, à l'initiative de l'école, pour redécouvrir justement toute cette histoire. Et on y travaille ensemble, tous. Voilà. Donc toi et Olivier, vous allez présenter vos résultats. Exactement. Ce sera l'actualité de la recherche pour ce sujet-là. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à parler de ces conférences autour de vous, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Il n'y en a pas de mauvais. Et juste aussi, avant de répondre à vos questions, on voulait vous citer les principales sources qu'on a utilisées pour cette conférence, en tête desquelles donc, l'ouvrage de Valérie Gonterolo sur les pierres du Moyen-Âge, grande spécialiste des pierres, des lapidaires pour cette époque. Également, on vous recommande les ouvrages de Claude Lecouteux, qui est un des grands savants de la chose talismanique, de la chose amulétique. C'est un des grands spécialistes de ce sujet, bien après Hildegarde de Binge, qui déjà, en son temps, avait travaillé la question. Oui, on voit encore les tisanes d'Hildegard de Bingen. Si vous voulez lire au sujet d'un roman historique sur Walter Scott, The Talisman, est très intéressant. Et maintenant, vos questions. Alors, Ghislain va nous envoyer vos questions, s'il y en a. Peut-être que tout était parfaitement clair et que... N'hésitez pas, nous avons eu cet après-midi, nous avons un peu la continuation de la discussion parce qu'à travers Instagram et LinkedIn, nous avons reçu les questions qui continuaient et nous avons répondu aussi pendant l'après-midi. Donc, n'hésitez pas de prendre un cliché avec votre téléphone de la page pour avoir les liens. Et bien sûr, vous êtes enregistré pour la conférence, donc vous savez déjà comment nous trouver. Et nous pouvons continuer à répondre. C'est pourquoi j'ai dédié du temps au nœud d'Héraclée, parce qu'il y avait quelques gens qui ne voulaient plus discuter le nœud d'Héraclée. Donc, si vous demandez des questions, nous allons même les incorporer dans les futures conférences, ou même créer des conférences selon ce que vous voulez écouter. Alors, je transmets à la régie que le téléphone n'est pas connecté sur notre écran, donc je ne peux pas actuellement recevoir les questions de notre bon Ghislain, qui ne doit pas comprendre ce qui se passe de l'autre côté de son poste. Ce n'est qu'une affaire de minutes, rassurez-vous. Bon, je profiterai de vous encourager, pour le moment, de vous encourager de regarder, de consulter notre e-bibliothèque. Parce qu'il y a presque, je crois, 40 films maintenant. Léonard avait fait 10 au sujet de joyaux de la couronne. Ghislain avait fait 10 au sujet de bijoux hommes. Il y a pour aller plus loin, des films de 5 à 8 minutes tournés dans les grands muséums. Beaucoup de recherches et c'est amusant. On peut se divertir et s'instruire. Et rien que sur les amulettes et les talismans, il faut aussi rappeler qu'on a un cours à l'école uniquement dédié à cette question. Vous pourrez manipuler, voire même concevoir vos propres amulettes, vos propres talismans. C'est un cours de 4 heures où on va un petit peu plus en profondeur des choses, toujours sur ce sujet extrêmement, extrêmement riche. Et nous avons fait un effort pour éviter ce que nous discutons dans le cours, dans la majorité du temps. Pendant cette conférence, nous avons discuté ce qui enrichit ce cours, mais qui ne vole pas les éclats de ce cours. Alors une première question, c'est vrai qu'il y a une gemme, si l'on peut dire, qu'on a beaucoup évoquée, mais qu'on n'a pas vraiment questionnée, c'est la perle. Alors ça, c'est un sujet qui nous passionne, Inisita et moi. Inisita énormément. A construit un empire de la perle, si je puis dire, avant de rejoindre l'école. On s'intéresse aussi aux perles actuellement. La perle, c'est une gemme qui, évidemment, traverse l'histoire. On a des perles qui datent déjà de plusieurs millénaires avant notre ère, qu'on retrouve sur place dans le Golfe Persique, déjà extrêmement appréciées, avec tout un savoir-faire de polissage, de perçage. Dans l'ère chrétienne, la perle, ça va être vraiment associé à la Vierge Marie, forcément, par sa blancheur, par la pureté, par associé à des idées de féminité. Ça va être une gemme extrêmement appréciée, et surtout, ce qui est fascinant, moi, je trouve, avec cette gemme, la perle, c'est que c'est une gemme qui n'est jamais passée de mode. C'est-à-dire que vous regardez depuis Cléopâtre jusqu'à l'Art Nouveau, puis à l'Art Déco, on parlait de Chanel, les perles et Chanel, c'est toute une histoire d'amour, on a cette perle qui revient constamment. Et même l'Art Nouveau,
qui fait un petit peu feu de tout bois et table rase en joaillerie, eh bien, va conserver la perle, les perles baroques, les perles de rivière. Et si on commence à toucher sur le symbolisme de la perle, on va être ici dans une semaine. On ne va pas partir parce que c'est la beauté, c'est la sensualité, c'est l'amour, c'est la pureté de la Vierge Marie, c'est la séduction, c'est l'habilité de résister à la séduction, c'est tout. C'est ça. Et la perle dans l'islam est extrêmement importante. La perle, il y a aussi la parabole de la perle dans le Nouveau Testament avec ce marchand de perles, sans doute une anecdote véritable. Mais assez proche, ça va se passer que l'école est en train de préparer un cours de 4 heures sur la perle. Voilà, très prochainement, on pourra offrir aux élèves de l'école qui le souhaitent un cours gémologie, mais aussi historique, sur quelle est cette gemme. C'est un biominéral. Sur lequel nous avons beaucoup travaillé, nous deux. Exactement. Avec Olivier Segura, le pilote. Oui. Alors, une autre question sur la signification du diamant à Damas. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à Damas, donc c'est le mot grec pour définir quelque chose qui est indestructible, indomptable, en fait très dur. C'est-à-dire que le premier rapport qu'on a au diamant, c'est sa dureté, évidemment. Aujourd'hui, on le classe à 10 sur l'échelle de Mohs, c'est-à-dire la pierre la plus dure. On ne connaît pas de pierre plus dure que le diamant. Seul le diamant peut graver un diamant. En fait, c'est bien plus tard qu'on va s'intéresser à sa brillance, à son éclat. On parlera de grenades démantoïdes, par exemple, pour parler de leur brillance. Qui vient encore une fois d'Adamas. Et aussi pour l'acier, damascène, la technique pour faire briller l'acier. Donc l'idée de briller est liée au diamant, mais cet intérêt développe plus tard. C'est ça. Pour vraiment capturer l'essence, c'est l'idée qu'avant la fin du Moyen-Âge, avant la Renaissance, avant le voyage vers la joaillerie moderne, on s'intéressait dans les symboles, les couleurs et la beauté de la couleur et le symbolisme. Avec la naissance de la joaillerie moderne, et nous avons un cours qui discute cela, de la joaillerie, la naissance de la joaillerie, on peut dire, dans le XVIIe siècle, mais c'est l'idée, il y avait l'orfèvrerie qui était sublime, et un orfèvre était d'un beaucoup plus haut niveau dans la société qu'un peintre. Ce n'était pas que l'orfèvrerie n'était pas importante, mais c'est que la poursuite de la brillance, la poursuite de l'optique, de maximum optique, c'est pourquoi je dis, et c'est pas une blague, c'est une blague, mais c'est pas une blague, la poursuite de bling-bling. Parce que maintenant, on a les lumières électriques. On veut que le diamant puisse briller. Et il faut la taille brillante pour que le diamant puisse... Mais comment est-ce qu'on avait évalué les diamants avant? On employait la bougie. Pour voir la clarté. On avait d'autres valeurs qui importaient pour le diamant. Exactement. À Damas, les chaînes j'oublie toujours the plow of Chronos, le soc de la charrue? Oui, quand Chronos a créé le sillon? Oui, oui. C'était à Damas. Voilà, les chaînes qui restreignaient Prométhée dans la légende grecque étaient à Damas. Donc, pouvoir éternel qui ne pouvait pas être dompté. C'est ça. Ce qui veut dire que le diamant était quand même très, très apprécié. On prend souvent cet exemple de la Chine, où parmi toutes les gemmes, c'est le jade, forcément, qui est la gemme suprême, la pierre la plus appréciée. On utilisait les diamants pour graver le jade. C'est-à-dire que c'était un simple outil, disons, destiné à mettre en valeur le jade. En fait, c'est avec le développement de la science des tailles qu'on va commencer à exploiter les capacités lumineuses et capacités optiques, tu l'as dit, du diamant. Et en fait, il va falloir attendre le 16e, 15e, 16e, voire le 17e siècle pour vraiment avoir de beaux diamants, entre guillemets, brillés en Europe, sachant qu'en plus, ils venaient d'Inde à cette époque-là. Donc, il y a toute une série de filtres intermédiaires qui faisaient que les plus beaux diamants ne nous arrivaient pas nécessairement en premier. Non, mais pensez, si le diamant, c'est Adamas, si c'est le pouvoir qui ne peut être vaincu. Oui. Pourquoi est-ce qu'on peut le réduire en le taillant? On veut le maintenir dans sa taille. Et c'est pourquoi dans le M, le Founder's Jewel de Oxford, vous avez le diamant, mais vous avez au centre de la couronne, comme le centre de l'arche dans un cathédrale. Avec en plus cette symbolique du Christ, évidemment, le diamant, c'est ce qui résiste aux coups, c'est ce qui ne subit pas les assauts. Donc, forcément, ça va être aussi une pierre christique, entre guillemets, qui va être éternelle, qui va pouvoir avoir une vie invincible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je crois que c'est tout pour ce soir. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux sociaux. On fera un plaisir de vous y répondre. Est-ce qu'on peut laisser la page avec les liens? Et sinon, oui, pardon, je vais la remettre tout de suite.
Et sinon, donc, on vous donne rendez-vous très vite en ligne pour d'autres conférences et j'espère à l'école aussi très bientôt. Merci à beaucoup. tous.